Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler politique. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que ce format-là, c'est le format interlude qui me sert à temporiser un petit peu entre chaque arc historique, entre chaque histoire, de façon à me permettre d'avoir le temps de me repencher directement sur les scénarios, sur toute l'histoire, et pouvoir recréer quelque chose un peu cohérent, vraiment refaire tout le redécoupage de l'histoire. Donc je fais quelques épisodes, il y avait l'épisode média il y a 2 semaines, il va y avoir donc l'interlude cette semaine, et dans 2 semaines vous aurez un autre épisode qui toujours permet de temporiser, mais je pense qu'il vous intéressera peut-être un petit peu plus. La politique dans la prélogie, beaucoup de gens ont été déçus par sa présence, par son omniprésence, diront certains, du fait que Star Wars était passé d'un cinéma de divertissement action à quelque chose de beaucoup plus politisé, et que ça ne plaisait pas. On disait en gros on s'emmerde pendant les phases où il y a le Sénat, on s'emmerde pendant tout ce blabla politique. Blabla politique qui est pas si présent que ça, regardez les films actuellement, il y a quelques scènes où ils font un peu de blabla politique. Mais en dehors de ça, c'est assez mineur, y a pas, on n'en est pas au point de se dire qu'un tiers du film est dédié exclusivement à la politique, loin de là. Le principal problème, c'est que les gens ont cru que dans la trilogie d'origine, il n'y avait pas de politique, et que dans la nouvelle trilogie, donc dans la prélogie, il y avait trop de politique. En fait, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est pourquoi il y avait peu de politique avant, et pourquoi il y a eu beaucoup de politique maintenant. Si on replace dans le contexte de la trilogie d'origine, on avait affaire à un gouvernement dictatorial, représenté par l'Empire. Déjà, l'Empire a très souvent une connotation péjorative et très souvent dictatoriale, bien évidemment. Et en face, on avait les gentils rebelles qui se battaient pour leur liberté. Globalement, on n'a pas besoin d'en savoir plus sur le contexte. On a les gentils qui vont affronter les méchants. Malgré tout ça, ça nous donne quand même un contexte politique. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui est opprimée et qui ressent un besoin de liberté et de se défaire de ce carcan impérial. À partir de là, ça nous pose une situation politique de base, celle de la dictature qui est combattue par des gentils rebelles. Pour s'en rendre compte, on va prendre ça film par film. Dans Nouvel Espoir, nous avons Tarkin qui débarque dans la salle du conseil, conseil des meufs ou de je sais pas trop quoi, je m'en fous, mais en gros qui explique que l'empereur va dissoudre le conseil permanent du Sénat et que bientôt, en gros, les gouverneurs régionaux auront toute autorité sur leur territoire et n'auront plus besoin de passer par le Sénat. Le Sénat, c'est ni plus ni moins qu'un organe démocratique, avec des gens qui sont élus ou nommés, mais en gros qui est une assemblée qui va gouverner, qui va être là dans un des organismes de contrôle. À partir du moment où on va dissoudre un organisme de pouvoir politique qui est reconnu comme étant une assemblée, c'est-à-dire qu'on perd le côté multiculturel, les votes, le choix, et en fait ça va être une personne qui va décider globalement de ce que faisait le Sénat avant. Donc on perd complètement cette dimension politique, donc on voit que même 20 ans après, l'empereur continue à saper petit à petit les fondations démocratiques de la République. Rien que ça, c'est un contexte politique important, puisque en gros on nous dit tout de suite qu'il y a une raison pour laquelle les rebelles se battent, c'est qu'ils perdent le contrôle des instances démocratiques. Elles sont défoncées les unes après les autres par l'empereur, de manière quasi invisible, c'est pour ça que ça s'étale autant dans le temps et qu'il va mettre 19 ans avant de dissoudre le conseil permanent, parce que s'il avait fait dès son accession au pouvoir, ça aurait été très louche. Pour ce qui est de la politique dans l'Empire contre-attaque, elle arrive tout simplement par Lando. À ce moment-là, Lando est l'administrateur d'une cité minière ou gazière qui exploite des gisements de gaz Tibana et qui en gros tout simplement va le revendre. Han Solo dit que généralement l'Empire aime bien gérer tout ça tout seul en fait. Gérer les ressources, les exploitations, déjà parce que ça lui permet potentiellement d'utiliser des esclaves, mais qu'en gros ça lui apporte un maximum de profit. Et que beaucoup d'exploitations sont directement saisies par l'Empire pour être exploitées par l'Empire directement. Là, Lando dit qu'il a conclu un accord, et que en gros, on peut traiter politiquement avec les impériaux pour essayer de les éloigner, d'être assez loin d'eux. Là encore, c'est le témoin d'un marqueur politique important, qui fait que, bien que ce soit une dictature, elle n'a pas un pouvoir total, et
certains privilégiés peuvent avoir quelques passe-droits. On imagine que si Lando est administrateur de Bespin, enfin du moins de la Cité des Nuages qui est autour de Bespin, il a un certain pouvoir politique, et donc il a un certain poids auprès de l'Empire. Bon, après il dit aussi qu'il est une petite exploitation, et que globalement l'Empire ne s'intéresse que aux grosses exploitations. Pour le Retour du Jedi, il y a très peu de notions politiques, voire pas du tout, en fait tout simplement puisque c'est la conclusion des 2 premiers films, et on est là pour faire un film qui est principalement orienté sur l'action, ou du moins sur l'introspection des personnages, hein, notamment Luke Skywalker va-t-il ou non basculer du côté obscur, même si aujourd'hui on a tous la réponse, on n'a pas de choix politique là derrière. À la rigueur, on pourrait se dire que le seul petit truc politique, mais ça l'est pas vraiment, c'est quand Dark Vador propose à Luke de le rejoindre à ses côtés et de détrôner l'empereur pour régner sur la galaxie à sa place. Là encore, on voit qu'il y a tout simplement une volonté de régner sur la galaxie, de régner sur la population de manière générale. En soi, c'est pas des marqueurs qui sont importants pour la compréhension. Moi, tout ce que je retiens en fait de tout ça, c'est que dans la trilogie d'origine, on avait déjà dans le bandeau déroulant, on nous disait qu'il y avait un empire, donc connotation péjorative. Tarkin dit qu'ils sont en train de dégommer des institutions démocratiques, notamment le Sénat, et on a des rebelles. Donc à partir du moment où on a un gouvernement qui est autoritaire et antidémocratique, le fait qu'on a des rebelles fait qu'on va prendre cause auprès des rebelles. On va s'identifier à eux, surtout qu'on voit leur combat à eux contre la tyrannie de l'Empire. Hein. Du coup ça nous est vraiment bien décrit, il y a un contexte politique. Pour le coup, il n'a pas besoin d'être important, puisque en gros, il y a déjà un conflit en place, et on nous explique juste pourquoi il y a ce conflit-là. Dans la prélogie, c'est un peu différent, puisque bien évidemment, on n'a pas de conflit, donc on doit nous expliquer pourquoi les conflits vont être créés, les dissensions que ça va causer au sein même du gouvernement, et c'est pour ça que la politique est beaucoup plus présente. Aussi parce qu'on est sur un jeu de manipulation de la part de Palpatine pour accéder au pouvoir. On a affaire à un climat complètement différent. On a un gouvernement unique, il n'y a pas plusieurs partis, et à ce moment-là, la politique pour faire émerger plusieurs partis va être prépondérante. C'est-à-dire que dans l'épisode 1, on va avoir ces histoires de taxation de routes commerciales qui sont une infime partie du film. C'est la justification du film, ce n'est pas le film en lui-même. Le film en lui-même, ça reste des combats de Jedi et des putains d'armées de droïdes qui se battent contre des Gungans ou des explosions de vaisseaux. Mais globalement, on a besoin d'un contexte politique un petit peu plus présent pour expliquer pourquoi, en période de paix, on a la Fédération du Commerce qui va faire le blocus d'une planète demeurant pacifiste. Dans le même temps, dans l'épisode 2, c'est à peu près la même chose. On va avoir beaucoup de peuples qui vont s'émanciper de la République, qui vont faire sécession et rejoindre la Confédération, uniquement dans le but, globalement, d'emmerder la République, hein, en gros en disant on est les mondes un petit peu opprimés par la République parce qu'on a beaucoup de ressources minières ou d'énergie fossile ou plein de trucs comme ça. Donc du coup on est très exploité, mais on n'est pas estimé à notre juste valeur. Donc à partir de là, il est complètement normal que des gens s'extirpent de cette république qu'ils considèrent comme étant corrompue, comme étant qui ne les représente plus, en gros, pour tout simplement former un autre gouvernement à côté. Bon, après, on va passer sur tout le chapitre Guerre des clones. Et dans l'épisode 3, on va se retrouver tout simplement avec une république qui est, on va dire, au bord de l'implosion, mais en même temps plus forte que jamais, puisqu'elle arrive à triompher d'un ennemi qui sortait de ses rangs. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on nous dit la République a été grandement affaiblie par cette guerre, j'ai besoin de la renforcer malgré la victoire, et du coup, je vais créer un empire. C'est pour ça que la politique était très importante dans la prélogie. C'était montrer l'ascension de Palpatine, montrer comment il va accéder au pouvoir, comment également, bon, on va retourner Dark Vador, mais là c'est pas vraiment la partie politique, mais en gros on a vraiment tout cet aspect ascension au pouvoir de Palpatine qui est primordial pour comprendre ce qui s'est passé. Beaucoup de gens disent ça y est, enfin on n'a plus la politique, on l'a dégagée, c'est tant mieux. Sauf que le problème c'est que on a non pas moins de politique ou juste la dose qu'il faut, on a une absence totale de politique. Et le problème c'est que du fait de cette absence de politique, on a une absence totale de contexte politique
de savoir quelles sont les forces en présence, qui est contre qui et pourquoi. Le problème, beaucoup diront « Oui, mais dans la trilogie d'origine, on n'avait pas ce contexte-là, on s'en foutait complètement. » Ben non, en fait, comme je vous l'ai expliqué, on avait un contexte politique. On a un empire on a un méchant empire contre des gentils rebelles, qui luttent pour leur liberté et contre la tyrannie. C'est le contexte politique. Une dictature qui est combattue par des rebelles. Le problème de la postologie, c'est que les rebelles ont vaincu la dictature, ils ont vaincu l'Empire. Et 30 ans après, on se retrouve dans la même situation. C'est-à-dire que historiquement, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 30 ans. Après, je sais qu'il y a des réponses qui sont données à travers les bouquins, mais le problème étant que c'est donné à travers les bouquins et pas dans les films. On ne sait pas pourquoi la rébellion, enfin la résistance est encore là, pourquoi c'est Leia qui la dirige. Pourquoi Leia n'a pas un rôle de premier plan dans la République, dans la Nouvelle République, alors que justement, elle était très politisée, en fait, puisqu'elle était sénatrice à l'époque d'un Nouvel Espoir. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, c'est que Leia est sénatrice d'Alderaan au moment de l'explosion d'Alderaan. Hein. Elle a un rôle politique. Le fait qu'elle soit engagée auprès de la rébellion, c'est parce qu'elle avait ce rôle politique-là et qu'elle pouvait influencer de l'intérieur et qu'elle pouvait redonner des informations à la rébellion. Donc de fait, elle devrait, à l'issue du Retour du Jedi, conserver ce rôle de leader politique, hein, comme ça a été le cas dans l'univers étendu Legend, prendre le contrôle, ou du moins être vraiment dans les hautes instances de la Nouvelle République. Là, ce n'est pas le cas, on ne sait pas pourquoi. De même que on a la destruction de la République par un tir de la Starkiller du Premier Ordre, on se dit pourquoi, du coup c'est Coruscant qui a détruit, mais non c'est pas Coruscant, c'est le système osnien. On dit mais du coup pourquoi ils sont plus sur Coruscant, pourquoi du coup c'est le système osnien. Le problème étant que c'est quelque chose qu'on nous a montré, c'est qu'on nous a montré dans la prélogie que le gouvernement, le siège du gouvernement était sur Coruscant. Pendant 3 films, et qui s'étalent sur quasiment 12-13 ans d'histoire, on a le pouvoir politique qui est sur Coruscant. Dans la trilogie d'origine, il n'y a rien qui nous dit qu'il a été déplacé, et pourquoi là il a été déplacé, on ne sait pas. Je veux dire, l'imbroglio de la postologie, pour moi, est une preuve que l'absence totale de contexte politique, ça ne marche pas. Il faut qu'on nous donne des éléments, qu'on dise ce qui s'est passé, pourquoi on en est là, d'où vient le Premier Ordre. Je veux dire, ça, après tout, ils ont l'air d'avoir hérité de la technologie de l'Empire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout ceci, en fait? Pourquoi, en 30 ans, personne n'a contré l'arrivée du Premier Ordre? Pourquoi la République n'est que limitée à 8 planètes? Pourquoi la Résistance est encore là? Est-ce que, du coup, la Résistance fait partie de la République? Bah, je pense pas, sinon ça aurait aucun intérêt. Mais visiblement la République aide la Résistance contre le Premier Ordre, mais du coup pourquoi la République elle-même se met pas en première ligne contre le Premier Ordre? On ne sait pas. Cette absence de contexte politique est beaucoup plus problématique, à mon sens, que le soi-disant surplus de politique de la prélogie, hein, qui était beaucoup décrié. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, très courte, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez le pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas à passer également sur la page Utip pour regarder une vidéo, pour essayer de participer au financement de la chaîne. J'aimerais me racheter un petit peu de matériel, je dois racheter notamment quelques câbles qui me permettraient d'être dans de meilleures conditions de tournage. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des vidéos. Donc normalement dans 2 semaines on a un épisode un petit peu spécial, je vous en dis pas plus. Et on se retrouve globalement dans 1 mois pour la prochaine chronique. Ciao!